Bienvenue sur le plateau de Parole d'élu. Nous recevons aujourd'hui celui qui est à la tête de la 10e commune vosgienne en termes de démographie, le maire de Mirecourt, Yves Séjourné. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes lorrain, natif de Laxou, vous avez fait carrière dans la banque, puis comme chef d'entreprise dans le secteur de l'intérim. Pourquoi et comment est-ce qu'on bascule du secteur privé à ces mandats électifs? On va parler évidemment du fait que vous avez été également conseiller régional. Très bien. Écoutez, merci pour votre invitation et puis à tous vos auditeurs. Donc, je leur présente mes meilleurs voeux pour cette année 2023. Et on vous les renvoie bien volontiers, évidemment. Merci à vous. J'ai pas vraiment, on va dire, j'ai pas vraiment basculé ces dernières années depuis très longtemps et depuis mon plus jeune âge, je suis très engagé dans le milieu sportif. Donc j'ai participé toujours à la vie associative et sociale des villes dans lesquelles je vivais. Et je suis arrivé en 1978 à Mirecourt. Donc j'ai pris en charge le club de handball et forcément ça m'a amené, et vous êtes contacté, on va dire, par les élus politiques, ce qui fait que j'ai fait mon premier engagement sur la liste de Jacques Zimmermann en 1989. Avec donc un premier mandat de maire en 2014, reconduit lors de la dernière élection. Alors vous étiez au Parti radical qui soutient le président réélu Emmanuel Macron. Vous n'êtes plus encarté, vous êtes sensibilité de centre droit, on va dire ça comme ça, dans la droite ligne de Raymond Barre. Hein. C'est pour ceux qui ont connu de notre génération, évidemment, ça nous parle. Pourquoi aujourd'hui vous êtes un petit peu mis de côté ? Écoutez, j'ai souhaité au niveau national donc me désengager d'un engagement politique parce que je ne suis plus particulièrement en phase avec la politique nationale qui est menée. Il y a eu un déclic, vraiment... Oui, bien sûr. Septembre 2021 et notamment toute la politique menée autour du Covid et autour notamment des sanctions vis-à-vis des personnels de santé. Non vaccinés. Donc aujourd'hui, comme beaucoup, vous réclamez la réintégration claire et nette. Je pense qu'il faut réintégrer les soignants qui jusqu'à présent avaient refusé de se vacciner, bien sûr. Un mot comme nous le faisons toujours sur vos indemnités. Elles s'élèvent, on va voir ça en tableau, exclusivement à environ 1 300 € net en tant que maire, soit 81% de l'indice maximal. C'est une volonté claire de ne pas trop obérer les comptes publics dans une commune qui n'est pas très riche. Oui, c'était un engagement de campagne en 2014 où on avait une situation financière qui était assez dégradée et nous avions décidé, les élus, de baisser le montant des rémunérations, des indemnités, parce que ce n'est pas de la rémunération, des indemnités des élus, tant sur l'indice, c'est-à-dire de ramener l'indice de 100 à 80%, et on avait diminué le poste d'élu donc indemnisé de 2. Voilà. Donc, ce qui faisait une économie de l'ordre de 30 000 € par an. Donc, vous voyez, au bout de 10 ans, ça fait 300 000 €. C'est loin d'être négligeable. Vous avez été durant un mandat conseiller régional Grand Est avec les présidents successifs Richert et Rotner, lequel évidemment vient de démissionner. Son successeur plus que probable, Franck Leroy, devrait être élu vendredi à Metz. Quel regard vous portez d'abord sur l'action des deux présidents que vous avez connus et puis aujourd'hui de la situation dans laquelle se trouve cette grande région ? Déjà, je souhaiterais remercier de la confiance que m'ont accordé à l'époque Philippe Richert. Ensuite, donc Jean Rotner et dernièrement Daniel Grémillet sur les dernières élections. Des élus, les Républicains. On rappelle que vous êtes. Moi, c'est pas parce que je me suis retiré que j'ai encore aujourd'hui de très bonnes relations avec l'ensemble des élus. Tout le monde connaît à peu près mes positions là-dessus. Alors sur la grande région. Je dirais déjà, quand on l'appelle la grande région, c'est toute la difficulté qu'il y a eu à l'organiser, à la mettre en place, tant politiquement qu'administrativement, et même aujourd'hui financièrement. Donc Philippe Richert s'y était attaché. Ensuite, Jean Rotner a repris le flambeau et a continué son action. Aujourd'hui, il a décidé, pour des raisons qui lui sont personnelles, mais moi, je me permettrais d'évoquer par rapport à tout ce qu'on a pu lire sur le sujet, qu'il n'est pas impossible aussi qu'il y ait une volonté aussi de désengagement
quelque part, devant la charge que ça peut représenter, les difficultés qui sont amoncelées, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient sanitaires et financières. Donc pour vous, ce serait le premier critère, puisqu'au départ... Après, Jean Rotner, on va rappeler les choses. Jean Rotner a exprimé dans un premier temps sa volonté de se recentrer sur ses affaires familiales, entre guillemets, enfin d'avoir plus de temps, davantage de temps. Ensuite, on a appris effectivement qu'il avait un contrat dans le privé désormais, ce qui ne va pas manquer d'avoir beaucoup de commentaires. Vous l'imaginez bien vendredi à Metz. C'est bien pour ça que c'est ce que je vous disais. Mais j'ai eu cette chance de pouvoir accompagner, soutenir les deux, Philippe Richert et donc Jean Rotner, justement, c'est là toute la difficulté. Et donc moi j'ai échangé encore il n'y a pas longtemps, j'échangeais régulièrement avec Jean Rotner sur différents sujets, notamment que ce soit sur la santé ou que ce soit sur, on a un lycée agricole avec, on va dire aussi là, un certain nombre de difficultés que nous avons avec les centres de formation. Donc dans les derniers temps, lassitude ou pas du tout ? Non, justement, et j'ai été assez surpris d'apprendre sa décision, mais qui le regarde. Mais c'était on critique facilement, je dirais, les hommes politiques, mais on ne regarde pas souvent quelle est la charge lourde et peut-être qu'il ne peut pas effectivement exprimer tout ce qu'il voudrait exprimer. Il a commencé à le dire, qu'il avait pris beaucoup de coups et que ce n'était pas très gratifiant. C'est bien pour ça que j'évoque ce sujet-là, parce qu'il faudrait repositionner les choses et c'est quelqu'un qui a pris la continuité de Philippe Richert sur le sujet-là aussi. C'était sa disponibilité, je veux dire, sa présence sur le terrain, c'est énorme. Quand il faut que vous fassiez 400-500 kilomètres par jour, d'être présent sur les événements. Et puis l'exigence que peuvent avoir tous les concitoyens et les élus en même temps. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour ces hommes-là. Tout dernier mot sur la région. Donc Franck Leroy devrait prendre la main. Vous le connaissez aussi. On avait 2 Alsaciens. Nous aurons un Champardonnais, maire d'Épernay. Est-ce que ça peut poser problème ? Ou pour vous, c'est plutôt une bonne nouvelle de resituer les choses autrement qu'en Alsace ? Oui, alors Franck Leroy, je le connais puisque nous faisions partie du même courant majoritaire. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à de nombreuses reprises, à travailler avec lui. Donc, proche d'Édouard Philippe, on va resituer les choses. Oui. Il vient de quitter Horizon, mais c'est son obédience. Oui, mais je laisse de côté. Moi, je parle par rapport aux hommes. Je veux dire, à la qualité des hommes. Et Franck Leroy me semble avoir toutes les qualités requises pour pouvoir devenir un bon président. Même s'il n'est pas alsacien, c'était ma question. Alors, j'allais terminer sur le sujet-là. C'est une vraie question quand même. C'est un vrai virage. Voilà, donc on a eu 2 premiers présidents qui étaient alsaciens. On considérait qu'il fallait, par rapport, je dirais, à cette homogénéité au sein de la région, d'avoir 2 présidents de région alsaciens. Aujourd'hui, il y a cette occasion qui se présente d'avoir un président qui soit d'une autre région. Je pense que c'est assez intéressant, et notamment pour les discussions qui pourraient y avoir lieu dans l'avenir entre les différentes, je dirais, anciennes régions. Première étape vendredi. Allez, il nous reste 5 minutes pour parler de votre commune, évidemment, où, comme partout, l'heure est à la sobriété énergétique, même si, alors vous y êtes confronté, même si vous y aviez pris les devants. On va expliquer que vous aviez déjà réduit votre éclairage public, notamment, et que aujourd'hui, finalement, l'augmentation, vous la situez comment ? Elle est chiffrée ? Oui, elle est chiffrée. Pour l'exercice 22, on est passé de 180 000 euros au gaz et électricité à 300 000. Pour le budget 23, on s'attend à une hausse d'à peu près 100 000 euros. Donc on devrait passer, si on bénéficie bien du bouclier, à 400 000. Si ce n'est pas le cas, on passera à 480. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc cette année, c'est très conséquent, mais on a envie de dire que vous en sortez plutôt moins mal que d'autres. C'est digérable parce qu'on a déjà pris un certain nombre de virages ces dernières années qui nous ont permis d'économiser et de mieux maîtriser nos charges d'énergie énergétique. Notamment à Mirecourt, il y a un candélabre sur 2, c'est ça qui est allumé. Alors pas partout, mais on a réduit au niveau des horaires, on n'éclaire quasiment plus sur la période d'été, et puis on a effectivement, là où c'était possible, on a réduit l'éclairage d'un candélabre sur 2.
Un mot sur la démographie, vous avez suivi ça comme nous. L'INSEE nous a donc donné les chiffres qui concernent la période 2014-2020, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça baisse dans les Vosges, ça baisse chez vous également. Dans les Vosges, 363 000. Chez vous, vous êtes à 4 800 habitants. Est-ce qu'on a atteint le point bas? Alors vous n'êtes pas Madame Irma, hein, mais est-ce que vous espérez que, est-ce que vous ressentez d'ailleurs depuis 2 ans, puisque les chiffres sont arrêtés à 2020, un petit espoir ou un petit frisson de réhabilitation de ce côté-là? Un frémissement. Un frémissement, je cherchais le mot. Mais écoutez, je ne suis pas Madame Soleil en prenant, mais je ne pensais pas qu'on arriverait à ces chiffres aussi bas parce qu'effectivement, on a depuis plusieurs années, on va dire, des indicateurs qui sont plutôt passés au vert, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau immobilier, puisqu'on a un marché secondaire qui est plutôt bien tenu. Et globalement, on observe l'arrivée de nouvelles familles. Donc, c'est un peu encore surprenant. Donc, j'espère qu'on est sur on a atteint un seuil plancher. Mais on ne peut pas vous dire demain ce qu'il en sera. Mais je pense que... Le retour du terrain vous laisse penser qu'effectivement... On devrait, je pense, les permis de construire, on reprend effectivement l'instruction. Donc, effectivement, on sent que ça bouge. Alors maintenant, ça se traduira comment et quand dans les chiffres. J'espère pouvoir le voir avant la fin du mandat. Allez, 2 derniers dossiers très importants. Mirecourt est connue pour être la capitale départementale, voire régionale de la médecine psychiatrique avec le centre de Ravenel. C'est le plus gros employeur, plus de 1000 salariés, alors pas seulement sur Mirecourt, mais sur toutes les Vosges. Il manque des médecins chez vous. On sait qu'on dit traditionnellement, et c'est peut-être plus que jamais vrai, que la médecine psychiatrique est le parent pauvre de la santé. Qu'en est-il aujourd'hui? Quel bilan ou quelle photographie à l'instant T vous nous faites? Vous êtes président du conseil de surveillance. De Ravenel, oui. Et qui couvre l'ensemble donc du département avec des sites sur Épinal, Remiremont et Saint-Dié. Écoutez, je ne suis pas quelqu'un de pessimiste, mais là, je force, et j'aime pas tomber être alarmiste, mais la situation, comme beaucoup d'hôpitaux, est très très difficile. La psychiatrie, le nombre de patients a tendance à augmenter et parallèlement, on a un nombre de médecins qui baisse pour les raisons que l'on connaît. Certains partent parce qu'ils sont à l'âge de la retraite et on n'a pas assez de nouveaux médecins. Un chiffre, il sortirait 6 psychiatres dans l'ancienne région Lorraine. Ce n'est pas le nombre de psychiatres qui vont partir en retraite. Voilà. Donc déjà, chez vous, il en manque 8, 9, c'est ça aujourd'hui? Globalement, on peut une petite dizaine de médecins. Alors, un élément positif, c'est que nous sommes en gestion, j'irais, couplée avec le CPN de l'AXU. Et je lisais juste avant d'arriver comme quoi le président de la CME était venu dernièrement sur Épinal. Donc Nancy essaye de nous aider pour pallier. On va encore avoir par exemple un médecin psychiatre qui va partir en retraite. Et là, le CPN de l'AXU va venir nous aider. Voilà. Donc on essaye de mettre tout en place pour maintenir. Mais tant qu'on n'aura pas, tant qu'on ne pourra pas recruter, c'est la difficulté qu'on a, et tant qu'on n'aura pas suffisamment de nouveaux médecins qui vont arriver sur le secteur, on n'arrivera pas. Et j'espère, on fait tout, et les médecins, les soignants font tout pour tenir, et on essayera de tenir. Mais ce n'est pas impossible qu'on ait de très grosses difficultés, comme on a pu l'avoir sur les enfants avec Tremplin il y a quelques semaines. On avait suivi ce dossier. Le temps est malheureusement écoulé. Grand merci à vous d'être venu sur notre plateau. On aurait pu évidemment parler également de la lutherie et du retour du train qui est espéré en 2025. On vous réinvitera très prochainement. Merci. Écoutez, à votre disposition. Merci encore. Merci à vous. Au plaisir. Au revoir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel entretien politique hebdomadaire.